Mesdames et messieurs, chères clientes, chers clients de Raiffeisen, chers collègues, chères collaboratrices, collaborateurs de la banque, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet événement ici qui se concentre sur quelque chose de très important, à savoir l'économie helvétique. Et je vais essayer de vous montrer l'impact de la crise liée au coronavirus. En même temps, je vais vous expliquer à quoi ressemblent les prévisions actuelles et comment nous en venons à de telles prévisions. Je vais également vous parler perspective. À l'heure actuelle, il y a une certaine lueur d'espoir. Les Suisses ressentent un petit peu de normalité. À nouveau, on peut se retrouver un peu plus. On a des magasins qui ouvrent à nouveau. Cela suggère une certaine normalité. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette normalité, en fait, ne va pas nous permettre de retrouver la situation dans laquelle nous nous trouvions il y a 4 mois. On peut même dire que fin février, le monde était à peu près dans une situation normale et entre-temps, il y a eu une des pertes les plus grandes que la Suisse ait connue au niveau financier. Je vais commencer par 2 points assez techniques, c'est important selon moi. On est confronté à un problème majeur. On a des données donc, que l'on reçoit qui sont malheureusement assez vite obsolètes et ça n'intéresse plus grand monde. Donc, on peut mesurer le succès économique de 2 manières. Ce que l'on gagne, d'une part, on parle de donc ce qui est créé. Il s'agit donc du produit social, du PIB. Ça peut être des bénéfices, des revenus et autres. Et ce que l'on fait, donc, c'est l'autre partie, c'est la partie des dépenses. C'est l'autre partie donc qui est prévue. Vous avez donc de nouveau la consommation, investissement, exportation, importation. Donc tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on gagne, on peut le dépenser ou on peut donc partir faire des vacances à l'étranger. Il s'agit donc de ces 2 concepts liés à la comptabilité nationale. Je vais commencer par la création du PIB. Alors, donc, de quoi s'agit-il? Donc, création du PNB. Donc, je crois que on peut parler des différents secteurs. C'est assez classique. Vous avez l'ensemble de l'économie et vous avez donc 649, c'est la création de valeur en milliards, hein. Je tiens à préciser qu'il s'agit de milliards. Il s'agit donc de la création de valeur. Donc, lorsque vous parlez donc du PIB, vous avez donc cette création de valeur. Nous avons encore le NOGA, ce que l'on appelle NOGA. Donc, il s'agit de la nomenclature pardon, liée aux branches, aux secteurs. Il s'agit de code NOGA. En fait, c'est une façon de retrouver les différents secteurs, les différentes branches économiques. Donc, c'est une codification. NOGA, donc c'est la première colonne, ne soyez pas surpris. Donc, si vous regardez les chiffres réels, vous voyez très rapidement où se trouve le plus gros bloc. Et vous le trouvez au milieu de ce graphique. Il s'agit quand même de 122 milliards de création de valeur. C'est l'industrie manufacturière et vous avez ensuite donc 18,9%, c'est en pourcentage. Donc, et vous avez donc la pondération, le poids de ce secteur. Il s'agit donc des données donc avec la création donc du PIB qui certes date de 2017 mais qui est à peu près similaire à l'heure actuelle. Donc ça vous donne quand même une répartition de l'économie. Alors bien sûr, on se demande ce que coûte l'économie helvétique en mois, en heures, même en minutes. Il s'agit de calculs et le but en fait de ces calculs, c'est d'essayer de voir donc ce qu'il en est de cette création de valeur. Mais c'est aussi une crainte liée à ces modifications.
Comme je l'ai dit, il s'agit d'une chute majeure, une baisse majeure liée à la crise du coronavirus. Et on a essayé de faire une modélisation et une plausibilisation. Passons à la quatrième colonne liée à cette perte due au confinement, au lockdown. Et là, il y a la probabilité, sur la base de nos conjonctures, quel est le pourcentage de ce secteur qui a été stoppé, gelé. Et vous voyez 95% dans certains secteurs, donc c'est presque tout. Il y a certains prestataires du secteur, par exemple, de la restauration qui ont réussi à faire du catering, mais vous voyez quand même que la restauration, donc 85%, hébergement 95%, donc de pertes dues au confinement en pourcentage, et vous avez une grosse partie donc des personnes qui ont été mises au chômage partiel, donc hébergement 95%, restauration 85%. Il s'agit quand même de gel assez majeur dans ces secteurs. Donc les 5 premiers secteurs qui sont en haut de cette diapo sont ces 5 secteurs sont très présents et donc ont contacté les autorités à Berne pour dire vraiment il y a de gros problèmes et ce sont en fait les secteurs qui bénéficient le plus donc du soutien de la Confédération. On a encore tout le secteur de l'aviation, également maritime, 60% à peu près donc de gel et vous voyez l'impact sur le PNB. Et si vous voyez cette période, donc du 17 mars au 26 avril, et si vous faites des calculs sur l'impact financier en termes de pertes pour les prestations économiques, vous avez la valeur en bas à droite, entourée en rouge, 19 milliards. Et il s'agit quand même d'un chiffre très élevé, puisque c'est quand même quelque chose que l'on ne peut pas négliger. 19 milliards, c'est un gros chiffre. Entre-temps, on parle de quelque chose d'actuel, mais bon, on a parlé donc jusqu'au 26 avril, c'est déjà un petit peu du passé, mais ça a encore des impacts aujourd'hui. Vous le voyez très bien sur cette diapositive. On n'a pas encore montré ce qui s'est passé lundi, à savoir que donc il y a eu quand même une certaine ouverture, par exemple, de prestataires d'hébergement, de prestataires de restauration, tout ce qui a trait au chemin de fer. Et dès le 8 juin, on aura un assouplissement encore, une normalisation retrouvée légèrement, mais regardez le temps qu'il faut attendre pour retrouver la situation à peu près normale. Vous voyez donc que ça dure des mois et des mois pour retrouver les activités donc pré-Covid-19. Et vous voyez par exemple pour l'hébergement, on voit qu'il va y avoir des impacts encore, mais on pense que au deuxième semestre, il y aura une réduction de cet impact. Tout ce qui a trait aux arts, aux spectacles, aux activités récréatives également, vous voyez l'évolution. Mais bon, il serait erroné de penser que le deuxième semestre, on puisse avoir des manifestations avec beaucoup de participants, que l'on puisse avoir des festivals ou autres. C'est assez peu probable étant donné que la distanciation sociale, elle va rester donc concrétisée le deuxième semestre de cette année. Et les offres même que l'on va proposer, ce ne seront pas les offres que l'on proposait par le passé. Cela veut dire qu'il va y avoir des coûts quand même qui vont continuer d'être là, des coûts fixes, par exemple les baux, ça c'est un point qui est souvent mentionné. Et il n'y a pas de rentrée d'autre part, donc il y a des coûts, pas de rentrée. C'est assez compliqué pour ces prestataires. Ce n'est pas rentable pour ces prestataires des secteurs mentionnés. Et cela veut dire que nombre d'entreprises ne vont pas pouvoir retrouver l'exploitation normale. Ce sera plutôt une exploitation minimale le premier semestre et il y aura encore un impact le deuxième semestre selon moi. Si vous regardez un petit peu les différents secteurs, lorsque il s'agit par exemple de la navigation, transport terrestre, on pense qu'on aura presque la normalité le deuxième semestre.
pour le commerce de détail, on pense également que le commerce de détail va retrouver dans le deuxième semestre les chiffres du passé. Mais lorsque vous faites encore des modélisations, vous voyez, il y a encore 3,5 milliards perdus au niveau de la création de valeur. Donc le chiffre tout en bas à droite. Il faut en parler et il s'agit de 640 milliards en tout. Et là, donc en pourcentage, ça vous fait 6 milliards de croissance annuelle pour la Suisse. C'est la croissance donc qui ne nous rend pas euphoriques, mais c'est le potentiel, c'est la croissance donc potentiel en Suisse et un mois suffit pour supprimer cette croissance, ce potentiel de croissance. Et voilà donc à peu près l'ordre de grandeur auquel on est confronté à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, tout cela, ça a des impacts et on regarde la situation sur le trimestre à venir. Donc là, vous avez le PIB et on fait une modélisation sur la base de 3 scénarios. Mais je tiens à vous dire d'ores et déjà que la courbe bleue que vous voyez, il s'agit du scénario de base. Ce scénario donc semble se concrétiser à l'heure actuelle avec les assouplissements qui ont déjà été concrétisés, mais il s'agit quand même de moins 5% pour le PIB prévisionnel 2020 en termes donc de prestations économiques. Une normalisation plus rapide que je pense presque exclue, ça nous proposerait un rebond et dès le troisième trimestre, donc on aurait des impacts plus positifs. Mais la probabilité de ce scénario de normalisation plus rapide est assez faible. Moins 2,5%, ce serait donc l'impact pour un tel scénario. Moins 2,5%, c'est déjà beaucoup, hein, il faut le dire. Mais ce serait le good case, si l'on peut dire, ce serait le cas le plus positif. Et avec le pourcentage à hauteur de moins 5%, le scénario de base, c'est ce que l'on voit se concrétiser à l'heure actuelle. Donc là, vous avez des prévisions trimestre après trimestre. Vous voyez qu'on a une remontée, mais pas un rebond majeur. Donc, tel que c'était le cas en 2008-2009, après la crise de Lehman, il y avait eu une chute au niveau conjoncturel, alors pas aussi majeure que dans le cas du coronavirus, mais on a vu un rebond assez rapide. Et contrairement au crash aussi sur le marché financier, la chute liée au coronavirus, en fait, est une crise qui a une certaine durée plus longue. Et les impacts donc sont plus sur le long terme. Ça, on le fait. Après la crise financière, on l'a vu, il s'était passé autre chose. Là, il s'agit de la santé pour la crise liée au coronavirus. Et si c'est bien sûr le bien le plus précieux, les impacts sont plus majeurs sur l'économie. C'est ce que l'on a vu. D'ailleurs, le deuxième trimestre 2020, ça a coûté pas mal. Vous connaissez les données liées au marché du travail. Il faut donc intégrer ces impacts sur le côté des dépenses. On a vu quels étaient les secteurs qui devaient supporter le plus de pertes et on a vu donc les secteurs où il fallait attendre plus longtemps pour avoir un rebond par rapport à d'autres secteurs où le rebond était plus rapide. Donc moins 5% avec le scénario de base dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on fait une extrapolation, moins 5%, c'est un peu moins que dans la crise du pétrole, moins 7% à l'époque. Mais moins 5%, c'est quand même beaucoup. Et si vous lisez les articles dans la presse, donc, il y a certains de mes collègues qui ont une fonction similaire à la mienne et qui font des prévisions. Ces personnes ont souvent dit récemment toutes les composantes sont négatives. Et vous le voyez d'ailleurs sur cette diapo à une exception près, donc la consommation publique qui est positive. Toutefois, lorsque vous voyez donc ce tableau, ça n'avait pas encore montré jusque-là et je tenais vraiment à vous le montrer. Vous voyez ainsi deux points. Premier point, on peut dire que les gens vont faire moins d'achats étant donné que les magasins sont fermés en partie. Ça a un impact sur la consommation des ménages.
Donc il s'agit de ces moins 5,9% pour la consommation des ménages que vous voyez donc tout à droite. Et bien sûr, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller faire des achats. Et de ce fait, les prestataires de commerce de détail gagnent moins d'argent. Cela veut dire qu'il y aura moins de dépenses qui seront effectuées. Et nous allons regarder mois après mois quelle est la situation. Il va falloir réfléchir à ce qui se passe. On pourra tester différentes possibilités. On a ces données donc, qui nous sont envoyées régulièrement et au fil de l'année. Malgré tout, nous allons devoir continuer d'avancer à vue. Nous allons devoir nous concentrer sur ces données qui nous sont livrées. Il faut bien voir qu'il y a une certaine insécurité lorsque l'on parle donc des estimations trimestrielles, par exemple du SECO, le secrétariat à l'économie, bien sûr. Ces prévisions sont liées à des estimations. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes que nous parce qu'on ne peut faire les mesures que 6 mois plus tard. Bien sûr, lorsque la comptabilité nationale a fait sa clôture, ça veut dire qu'il s'agit tout de même de valeurs notables au niveau donc des investissements. Presque aucune entreprise n'investit à l'heure actuelle. C'est une tendance que l'on voit. Il s'agit d'un mode d'attente. Euh, il y a même eu un certain mode de panique pour certaines entreprises et donc il y a une rationalisation au sein de ces entreprises. C'est presque un gel. Il n'y a pas d'expansion de la part de ces entreprises et à peu près la moitié de nos investissements, de nos biens d'investissement sont importés de l'étranger. Donc, bien sûr, lorsque vous regardez la consommation euh, avec des chiffres négatifs, consommation des ménages, et donc, bien sûr, il y a également moins d'importations de machines, d'automobiles, de biens d'investissement, de biens d'équipement de façon générale. Vous voyez, moins 8,2% de dépenses de biens d'équipement. Et bien sûr, vous avez les chaînes donc internationales de négoce qui sont impactées. Vous avez des frontières qui sont encore fermées. Ça veut dire que pour toute l'expertise, tout ce qui a trait aux livraisons, aux services, bien sûr. Il y a un blocage véritablement au niveau de l'économie internationale et vous voyez près de 6% en moins au niveau des exportations dans ce contexte. Vous le voyez sur la diapositive, moins 5,9%. Il y avait eu le choc du franc, alors on a réussi à compenser les pertes à l'époque, mais j'ai entendu nombre de personnes qui m'ont dit vraiment, là, la crise est notable, c'est très difficile. Il y a certaines entreprises qui ont eu beaucoup de mal à dépasser la crise liée au choc du franc. Et là, vous avez des volumes qui sont supprimés si vous avez donc des impacts notables négatifs sur le marché international. Et vous voyez l'euro, le cours euro-franc suisse 1,05. Il s'agit d'une valeur qui est au niveau de la limite douloureuse de la BNS et 1,05%. La BNS vraiment regarde ce cours de près, ça a un impact sur les bilans. Il faut prendre tous ces points donc, en considération. À l'heure actuelle, il s'agit d'un mode de crise et bien sûr, de nouveau, cette thématique reviendra sur le devant de la scène. Vous avez ainsi donc les prévisions pour la Suisse avec le tableau des dépenses que je viens de vous montrer. Parlons maintenant des prévisions marché financier. Là, à nouveau, mode de crise. Il y a toujours le régime des taux négatifs qui va rester, c'est sûr. Au-delà de la crise liée au coronavirus, je pense que ce sera le cas jusqu'à 2021 au moins, voire 2022. Donc les taux sur les marchés monétaires ne vont pas évoluer selon moi, avec des taux donc de moins 0,75 et au niveau des taux du marché des capitaux
Donc on parle également de taux négatifs et il s'agit donc de rendement des obligations d'État à 10 ans à donc moins 0,5% pour les prévisions sur 12 mois. Le cours de change euro franc suisse 1,05, 1,06. On pense que la BNS va conserver donc ce taux 1,05 et qu'il ne va pas y avoir de réévaluation du franc. Mais bien sûr, euh, il ne s'agit pas de prévision sur le long terme. Mais je pense que sur les 12 mois à venir, on peut tabler sur ce taux, 1,05%. Il y a quand même des bonnes nouvelles à savoir pour tous les clients qui ont une hypothèque. Donc il y aura des refinancements bon marché, selon moi. Et pour tous les clients qui, peut-être pas aussi intensivement qu'avant, mais qui ces derniers mois donc, euh, se concentraient sur l'achat, par exemple, d'un bien immobilier, qui se sont dit non, on va pas acheter, eh bien, on ne passe à côté de rien au niveau du financement. On peut au contraire partir du principe que cet environnement de faible taux que l'on connaît quand même depuis des années, hein, disons-le, que cet environnement de faible taux va sans doute se poursuivre encore. On parle du scénario japonais à l'heure actuelle avec les taux des banques d'émission. Si vous comparez Bank of Japan, les banques centrales européennes et la BNS, si vous regardez donc euh, euh, ces différentes politiques et également la Federal Reserve aux États-Unis, on voit la Banque centrale américaine, comme vous le savez, qui entre-temps a fait marche arrière. Donc là, on voit justement une telle situation aux États-Unis et au niveau des marchés monétaires, selon moi, rien ne va changer. La Fed souhaite empêcher que les primes de risque augmentent, les taux de marché des capitaux c'était vraiment abaissé. Donc 2,3%, souvenez-vous, dans les années 90, et là on est à près d'1%, hein, même pas 1%. Alors bien sûr, il s'agit d'une chute notable. Et cette chute a fait que les banques américaines, banques d'émission, ont tout fait pour récupérer ces spreads et pour essayer d'empêcher une correction des taux vers le haut. Voilà, c'était ma présentation économique. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ces prévisions. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez maintenant via le chat. Je tiens encore à vous dire que cette présentation sera encore disponible sur Internet par la suite. Donc, j'ai essayé de prendre certains points en considération. Vous pouvez à nouveau réécouter cette présentation ultérieurement. Déjà, un grand merci. On va se concentrer sur les questions. Alors, est-ce que l'on peut télécharger les charts? Alors, vous allez les trouver, en effet, cette diapositive sur Internet. Quand ce sera? Dès demain. Dès demain, donc voilà, donc dès demain, l'après-midi, n'hésitez pas à regarder notre site internet et vous trouverez ces diapositives. Alors, qu'en est-il maintenant du secteur de la santé? Autre question par rapport aux prestataires de santé. Question. Oui, nous avons également représenté le secteur de la santé sur la création de valeur. Et donc, il y a eu bien sûr ce mode lié à l'urgence qui a été euh, appliqué et au niveau de la santé, il s'agit toutefois d'un des secteurs de croissance, la démographie, vieillissement de la population, plus de prestations
proposé par le secteur sanitaire vu les progrès technologiques. Donc selon nous, le secteur de la santé est lié à de nombreuses prestations. On l'a vu, c'est la tendance, donc je pense que la Suisse est bien équipée en la matière. Secteur maintenant pharmaceutique. Alors, le secteur pharmaceutique se trouve dans l'industrie manufacturière. Il y a donc des statistiques qui sont encore plus précises. Donc, il y a encore le secteur de la chimie, secteur pharmaceutique, etc., qui sont précisés. Et si vous voulez savoir la proportion du secteur pharmaceutique, il s'agit de 12 à 15% du PIB. Quelqu'un souhaite poser une question par rapport aux investissements. Est-ce que les investissements ne seraient pas optimaux à l'heure actuelle si on a les capitaux à disposition? Alors, le moment idéal, ce n'est pas un phénomène lié à la crise du coronavirus, c'est un phénomène lié aux bonnes conditions du marché financier. Donc, par exemple, faible taux d'intérêt. Mais au niveau des investissements, tout à fait. Lorsque l'on parle d'investissement, en fait, ce n'est pas le coût de ces investissements, c'est ce que ça vous apporte, ces investissements, au bout du compte. Quel est le rendement potentiel d'un investissement? C'est cela qui compte. Et c'est là euh, que le bas blesse. Certaines personnes sont d'avis que ce n'est pas le bon moment, justement. Les prévisions, autre question par rapport au tourisme suisse 2020-2021. Oui, c'est le secteur qui est le plus impacté et qui était le plus impacté. On l'a vu, le tourisme doit être vu maintenant comme donc restauration, hébergement, donc remontée, mécanique, etc. Donc il s'agit d'un package. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport aux branches partielles, mais on peut dire que pour 2020, il y a en effet une chute alors qu'on tablait sur des chiffres records. En janvier, il y avait encore une euphorie. On se disait, on va avoir un record. Il y avait une confiance incroyable dans le secteur du tourisme. Et puis, chute. Et on a vu l'impact dramatique. Donc pour 2020, les prévisions ne sont pas bonnes du tout pour ces secteurs. Parce que dans le secteur du tourisme, il y a beaucoup de prestataires qui souffrent. Mais bien sûr, on parle toujours d'un secteur structurellement faible. Et je pense qu'il va y avoir un certain apurement du secteur. Et peut-être qu'en 2020, le secteur du tourisme pourrait sortir renforcé euh, de la crise. Est-ce que les Chinois vont revenir? Eh bien, on peut l'espérer, mais je pense que ce niveau que l'on avait en 2019 ne va pas être retrouvé en 2021. Maintenant, euh, comment intégrer donc les soutiens élevés de la Confédération au niveau de l'économie par l'endettement d'une part? C'est assez inquiétant, bien sûr. Il s'agit d'ordre de grandeur qu'on ne connaissait pas jusque-là, mais il faut dire deux choses. D'une part, on agit donc efficacement si on compare à l'étranger. On investit quand même beaucoup dans des programmes conjoncturels, par exemple pour l'assurance chômage, pour les programmes de chômage partiel. Ça coûte beaucoup. Ensuite, il y a les crédits d'urgence, mais je pense que c'est supportable. Toutefois, tôt ou tard, bien sûr, il va falloir supporter ces coûts. Deux possibilités, soit on croît plus fortement et on génère ces fonds via des recettes fiscales où il faut faire des économies. Mais je suis confiant par rapport à l'économie et au caractère sain de l'économie helvétique si l'on compare par exemple la situation aux autres pays mondiaux. Il y a quand même donc euh, une, euh, une situation assez saine si vous comparez à la situation au niveau international. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une crise financière? Si oui, dans quelle mesure? Alors, on a déjà eu un crash au niveau du marché des actions en mars et
À l'heure actuelle, il y a différentes tendances avec une deuxième vague. En effet, le marché s'est corrigé entre-temps. Il y a eu également une augmentation incroyable du spread au niveau du marché des capitaux. Donc, on a déjà pressenti une certaine crise financière. Et on a vu également quelle était la réaction de la politique. Ça a injecté un certain calme, à savoir de gros packages fiscaux, une politique monétaire renforcée. Mais bien sûr, il n'est pas exclu que si les impacts sur l'économie réelle devaient s'accentuer encore plus que par rapport à ce que j'ai présenté, si c'était le cas également dans d'autres pays, il est possible qu'au niveau des produits, au niveau des revenus, cela ait un impact, à savoir que les produits fondraient comme neige au soleil et de nouveau, on aurait les prévisions qui sont corrigées vers le bas. Et de nouveau, ça pourrait avoir un impact, donc des corrections au niveau des marchés financiers, au niveau du marché des actions. Dans quel secteur recommandez-vous des investissements? Alors, je vous ai parlé de différentes choses précédemment ou un autre jour. Alors, ma coiffeuse produit des masques de protection. Alors, c'est pas quelque chose que tout le monde pourrait faire, mais c'est un exemple pour vous montrer que certaines personnes ont des idées, hein. Et donc, ma coiffeuse a investi une certaine somme d'argent. Les grands investissements dont on parle, donc là il s'agit de gros investissements, mais ça peut être des investissements au niveau entretien des machines, entretien des biens immobiliers, mais soyez très prudents si vous planifiez une expansion, si vous choisissez un changement de stratégie, soyez prudents, ça je tiens quand même à vous le dire. La Suisse dépend beaucoup, en tant que pays d'exportation, dépend beaucoup donc de l'évolution économique de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine. Donc, quelle est l'évolution économique précisée dans vos prévisions? Réponse oui, en effet. Nous avons le tableau mondial. En Chine, partout, nous avons des impacts, des réductions avec des chiffres négatifs, -2, -3%. Les États-Unis encore plus qu'en Suisse, ça peut aller jusqu'à 7 à 8% de pertes. Union européenne, à peu près le même niveau. Donc c'est clair, euh, la situation n'est pas facile. Il y a une baisse au niveau mondial avec un impact sur la Suisse, pas aussi notable, mais quand même que l'on ressent. C'est évident. Merci. C'est pour cela que nous avons besoin de frontières ouvertes, de services et surtout pas de deuxième vague du coronavirus. Alors voilà, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Donc, merci de votre commentaire. À quoi ressemblent les prévisions en termes de chiffres pour les banques? Alors, je ne vois pas très bien ce dont vous parlez par rapport à votre question, mais je pense qu'il s'agit donc des activités des banques. Et donc, au niveau marché financier, au niveau hypothèque, au niveau du marché hypothécaire, il va y avoir un stop, selon moi. On table sur un recul des prix de l'immobilier et ensuite une récupération sur le plus long terme. Même chose pour le marché monétaire. Personne ne souhaite acheter dans des phases trop volatiles. En tant que banque, on ne fait pas partie des secteurs qui sont le plus impactés. En tout cas, ça, je tiens à le dire. Par rapport à l'évolution des taux hypothécaires, on m'a demandé encore de faire une prévision. Je l'ai déjà dit au début. On pense que l'ordre de mesure des taux, par exemple sur le marché hypothécaire, que ces taux vont rester très faibles, très bas, ça restera très bon marché. Alors, je ne vais pas faire de spéculation en vous disant que peut-être que dans 6 mois, vous aurez encore des taux meilleurs. En tout cas, les taux sont bas, ça on peut le dire. Et on peut presque dire en toute sécurité que le niveau des taux, selon moi, c'est un niveau qui va durer encore un petit moment. C'est assez probable en tout cas.
le marché lié aux crypto-monnaies, il y a un gros point d'interrogation. Je suis assez sceptique pour vous répondre. Est-ce que vous voulez dire est-ce que je dois investir en Bitcoin ou autre, ou est-ce que vous parlez du marché en général? Donc la personne qui a posé la question, est-ce qu'il y a une chance liée aux crypto-monnaies? Alors moi personnellement, je n'en achète pas des crypto-monnaies, je vous le dis, parce que cette mode, elle s'est déjà un peu calmée. Et si vous regardez les niveaux à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de pertes d'argent. La semaine dernière, il y a eu donc encore un crash parce que il y a eu une réduction donc du volume des bitcoins et ça a donc occasionné un léger crash. Donc je trouve que ce secteur est trop peu transparent, donc nous ne recommandons pas de tels investissements. Quels sont les impacts maintenant sur le marché de l'immobilier? Autre question. À l'heure actuelle, nous avons lancé une étude sur les marchés immobiliers. Et je vous invite, mesdames et messieurs, si vous souhaitez télécharger la présentation dès demain, n'hésitez pas à regarder de près. Peu d'impact sur le marché de l'immobilier à usage propre au niveau marché de taille moyenne. Donc, il y aura une demande un peu plus faible, mais même thématique, les agglomérations croissent, les centres se vident puisque les prix sont trop élevés et la périphérie, c'est une région qui profite de la situation. Mais donc le marché de taille moyenne est peu impacté. Alors maintenant, les objets de rapport, c'est ceux qui sont les plus impactés. Et on pense qu'il va y avoir des réductions de baux, on va avoir des produits qui vont diminuer pour l'année en cours. Mais au niveau de l'attractivité, donc, l'attrait est toujours présent pour les investissements dans le secteur immobilier. Alors, le secteur de l'horlogerie, autre question, qu'en est-il? Le secteur de l'horlogerie, alors la Chine, on en a parlé beaucoup, donc lié à la législation anti-corruption qui donc a permis au secteur de l'horlogerie de profiter de la situation. En fait, vous avez beaucoup de Chinois qui s'achètent des montres très chères, qui montrent leur statut social. Et lorsque l'on a donc eu une modification, il y a eu une chute au niveau du secteur de l'horlogerie. Il y a eu le franc fort ensuite, le choc du franc fort, et le secteur de l'horlogerie ne s'est pas remis de ces deux tendances. Le secteur du luxe et notre secteur de l'horlogerie, bien sûr, dépend beaucoup du marché des pays d'Asie, en majeure partie d'Asie. Et de Chine, pardon. Donc c'est difficile de faire des prévisions. Est-ce que les Chinois vont revenir en masse acheter des montres? Mais en tout cas, je pense que la situation ne va pas évoluer ces prochains mois. Par rapport au secteur du bâtiment, donc par rapport au secteur secondaire, il y a eu au niveau des bâtiments, par exemple, au niveau usage à utilisation propre, propriété par étage, maison individuelle, on voit un recul au niveau des permis de conduire et au niveau des demandes de permis de conduire. De permis de construire, pardon, ça veut dire que les activités sont moindres. Alors maintenant, au niveau construction, bâtiment de façon générale, on a donc un recul de la migration. Il faut dire que ça va avoir un impact encore au niveau des biens immobiliers commerciaux également. Il y a une situation difficile. Donc, selon moi, en 2021, il ne va pas y avoir beaucoup plus de construction qu'aujourd'hui. Donc, je ne suis pas extrêmement optimiste. L'évolution des marchés, il y a déjà eu un call similaire à celui-là dans les centres d'investissement. On se concentre sur l'évaluation des opportunités sur le marché. Alors, il y a 2 semaines, on a été assez prudent et on a vu qu'on avait bien fait. Il n'y a pas eu de rebondissement majeur et
on a une évolution, on a des fluctuations qui sont encore assez importantes et on espère que la situation va s'améliorer. Au niveau cantonal, maintenant, des estimations ont-elles été effectuées? Alors là, donc bien sûr, il y a eu des impacts différents au niveau lockdown. Alors, on ne l'a pas fait, donc là, je pense que la question vient du Tessin, donc c'est une question posée en italien. En tout cas, on peut dire que le canton du Tessin a été un des cantons les plus impactés. Pas seulement au niveau des cas hein, d'infection, hein, au niveau de la maladie, de la contamination, mais aussi au niveau du lockdown, au niveau du confinement. Il y a eu un gel de différents secteurs. Et donc justement, la personne qui pose la question se demande quels sont les différents impacts. Au niveau du tourisme, par exemple, le Tessin a beaucoup souffert puisque le tourisme a été gelé. Au niveau des constructions, également du bâtiment, bien sûr, il y a eu de nombreux impacts. Donc, le Tessin a souffert de beaucoup plus de pertes que l'ensemble d'autres régions helvétiques, c'est évident. Est-ce que vos prévisions donc euh, reflète l'évolution et les prévisions courbe V. Oui, en effet, donc il y a cette courbe du V qui ressort et de plus en plus on parle de scénario U. Bien sûr, si ça continue encore plus pour qu'il y ait une normalisation à nouveau, donc il y aura cette évolution dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau des bourses. Si on a une évolution en effet tout doucement vers le haut. Par rapport au programme conjoncturel, quel est votre avis? Alors, je ne suis pas un fan des politiques fiscales, il faut le dire, les programmes conjoncturels. Alors, il y a déjà de gros programmes conjoncturels à l'heure actuelle. Nous avons un tiers donc de la population active qui a le chômage partiel. Il y a mm, 1000 chômeurs en plus, donc semaine après semaine. Il s'agit donc d'un gros programme conjoncturel, le meilleur que l'on ait pu faire. De plus, au niveau des programmes d'investissement, intégrer des programmes d'investissement dans une période où le secteur industriel, les secteurs industriels souffrent, par exemple dans le secteur du bâtiment, sur moi, ce n'est pas la solution adéquate. Encore une question, donc un peu plus longue, une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il s'agit de la deuxième vague, à savoir, est-ce que l'on a fait des modélisations par rapport à ce qui pourrait se passer pour une deuxième vague liée au coronavirus? Est-ce que c'est intégré dans les prévisions? Alors non, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait de tels calculs, mais toutefois, vous l'avez peut-être vu, nous avons fait quelque chose. On a donc fait des calculs par rapport à l'assouplissement de ce lockdown. On a été assez prudent. On est d'avis qu'il va falloir du temps pour que l'économie retrouve la situation plus ou moins normale, mais on n'a pas modélisé de deuxième vague. Donc par rapport à l'insécurité, donc de nouveau, deuxième vague, tout à fait. Vous savez que les prévisions sont liées à une certaine insécurité. En effet, donc, ce n'est pas quelque chose de précis. Moi, je vous ai parlé de moins 5%, donc ce n'est pas taillé dans le marbre, mais j'ai essayé vraiment de vous expliquer comment on pouvait arriver à ces moins 5%. Et vous-même, vous avez la possibilité d'avoir votre marge de manœuvre. Vous pouvez faire vos prévisions vous-même si vous n'avez pas confiance à 100% en ces prévisions. Vous avez un ordre de grandeur, c'est l'objectif de cette manifestation. Ce n'est pas de vous dire, c'est pas vous dire, c'est 5, moins 5%, moins 5,3%, je ne le sais pas, le SECO ne le sait pas. Tant qu'on n'aura pas de données précises, on ne pourra pas vous dire, voilà l'impact sur le marché économique. S'il y a donc une réduction de la capitalisation, est-ce que euh,
vous pensez justement que ça va avoir un impact? Alors, je tiens à vous dire que je ne pense que le secteur bancaire ne souhaite pas se concentrer sur cette thématique, à savoir que le régulateur ne nous a pas encore donné toutes les réponses. Je suis d'avis que au niveau des calculs de la solvabilité, bien sûr, il ne faut jamais oublier donc ces calculs de solvabilité. Une autre question par rapport à des secteurs sur le moyen, sur le long terme. Est-ce qu'il y a un potentiel, par exemple au niveau des mesures fiscales ou autres? Réponse, oui, il y a un potentiel. Donc, dans certains secteurs, il y a des évolutions anticycliques, bien sûr. Quand, quand est-ce que l'économie ou le secteur est en bas? Donc, ça veut dire quand est-ce qu'il va y avoir une remontée? Quand est-ce qu'on va pouvoir donc avoir une réponse aux différentes attentes? Il faut attendre, selon moi, justement. Et selon moi, il faut investir à l'heure actuelle dans les titres qui sont les plus rentables. Au niveau des tours opérateurs, au niveau des agences de voyage, qu'en est-il? Réponse. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais lors de mon ancienne fonction, en fait, je travaillais avec des agences de voyage. C'est un secteur assez anticyclique. Donc, ça veut dire que lorsque l'économie va bien, en général, ces secteurs s'en sortent mieux. Et le taux de change n'est pas si important que cela. Donc pour les agences de voyage et les tours opérateurs, je ne vois pas encore de rayon de soleil. Question à nouveau par rapport au taux hypothécaire. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé et au niveau du calcul de la solvabilité, j'en ai également parlé. Aux États-Unis, donc les taux négatifs ne sont plus tabous non plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour les taux dans l'Union européenne et en Suisse? Réponse, à l'heure actuelle, on a vu que les Américains avaient changé la tendance. Donc cette question est assez spéciale. En tout cas, on peut dire que les Américains donc, donc se sont soumis à cette politique du 0% et selon moi, ils vont introduire les taux négatifs. Vous avez entendu donc 14,5% de taux de chômeurs. Aux États-Unis, il y a des milliers de personnes qui sont au chômage jour après jour. C'est une catastrophe. Ça a un impact sur la psychologie des Américains et des Américaines. Et au niveau, bien sûr, de la réélection prochaine, ce sont des thématiques tout à fait actuelles. On me demande si mes prévisions par rapport aux propriétés par étage et aux maisons individuelles ne sont pas trop optimistes dans un contexte donc de revenus inférieurs pour les ménages, faillites et autres. Pour vous répondre, je tiens à vous dire que il y a eu donc différents crashs, par exemple dans les années 90, eh bien le secteur de l'habitat n'était pas impacté quasiment. Par rapport à mon optimisme, cette grande marge que l'on a aujourd'hui entre ce qui est payé et ce qui est demandé sur base des calculs, il y a une marge. Puis les stabilisateurs automatiques avec le chômage partiel donc, et les impacts, je pense qu'il va falloir un long moment pour que... il va falloir attendre assez longtemps pour que les ménages soient véritablement impactés. Et donc, je garde cet optimisme. Je pense que le marché de l'immobilier va rester stable. Si Trump perd les élections, quel scénario selon vous? En effet, c'est quand même assez amusant qu'on soit inquiet et qu'on se dise oh, pourvu qu'il ne perde pas, alors qu'à l'époque, on se disait pourvu qu'il ne gagne pas. C'était plutôt l'inverse.
Et ça a des impacts en effet sur le marché. Les Américains ou les gens qui l'ont élu, donc 50% des Américains trouvent que c'est bien ce qu'il fait et les 50 autres pourcents se disent, bon voilà, il agit ainsi et l'ont accepté plus ou moins. Donc ça a un impact sur bien sûr la probabilité qu'il soit réélu. Il n'y a pas d'alternative véritable en termes de candidats. Question par rapport au PIB, donc plus 4,3% en 2021. Donc c'est une valeur assez élevée. En effet, on parle d'un effet de base. Donc ce n'est pas que en 2020 on ait un boom énorme économique donc de prévu, mais si vous faites les calculs avec les moins 5%, on pense qu'en 2021 on aura à peu près le niveau de 2019. Voilà nos prévisions. Pour les startups, j'aimerais avoir votre avis. Si vous avez une bonne idée, commencez, hein, démarrez. Alors vous voulez peut-être savoir quelle serait mon idée pour vous, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais en effet, il y a des startups à l'heure actuelle qui profitent de la situation. Donc l'informatique, les différents programmes, des solutions au niveau logistique, au niveau du petit retailer. Il y a des possibilités tout à fait. En effet, ce sont des activités dont on peut profiter. Tout le secteur en ligne, vous l'avez entendu, il y a un potentiel hein, à l'heure actuelle. Et tout à fait, les gens ont envie de consommer. Il y a cette authenticité qui est recherchée. Donc il y a un potentiel, tout à fait. Toutes ces personnes âgées également, donc qui donc les grands-parents, des personnes plus âgées de moi, lorsque l'on parle de Skype, ce sont des secteurs vraiment auxquels il faut penser. Dans les 3 à 5 ans à venir, lorsque l'on pense à ces thématiques, je pense qu'il y a pas mal de possibilités hein, et des solutions pour ces personnes très âgées qui peut-être ne veulent pas de Skype. Par rapport à la Grèce, donc une question par rapport à la Grèce maintenant. Est-ce qu'il va y avoir une réforme monétaire inattendue en Grèce? Non, selon moi, non. C'est une question passionnante. Les crédits Covid-19 interdisent les investissements. Est-ce que ce n'est pas contre-productif pour donc le redressement économique? On peut y réfléchir, en effet, pour vous répondre. Mais il faut bien dire que ces crédits Covid-19 sont des crédits d'urgence. Et ce ne sont pas des crédits donc, qui seraient là pour accélérer une start-up. Ce ne serait pas un financement de lancement de start-up. Donc il y a certaines règles quand même qui ont été définies. Donc je pense qu'ils sont adaptés à la situation. Est-ce que les prévisions ne sont pas trop optimistes? Autre question. Donc, en effet, il y a quand même une insécurité de la part des consommateurs, dit la personne. Tout à fait. Je ne peux pas faire des prévisions extrêmement précises, mais moi, je tiens à vous dire que personnellement, donc, je n'ai pas eu envie d'acheter encore cette semaine, alors que j'aurais beaucoup de choses à acheter, mais je n'ai pas eu cette envie d'aller dans tous les magasins. Et j'ai vu aussi toutes ces personnes qui faisaient la queue il y a 2 semaines devant les Garten Center. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire si les gens vont retrouver leur comportement d'achat du passé. On a fait quand même des calculs et on a vu donc dans les prévisions qu'il y avait quand même une réduction au niveau des achats, des consommations de ménage. En Italie, autre question, qu'est-ce qui se passe? Alors, un professeur d'économie m'a parlé et m'a dit donc, il m'a dit que si on croyait donc en la résurrection, il fallait aller en Italie. C'est un peu dur de parler de cela. L'Italie va devoir improviser. L'Union européenne ferme les yeux à l'heure actuelle.
devant la situation. Le modèle italien, oui, c'est compliqué, hein. Encore une question par rapport à l'inflation. Donc, il n'y a pas de chiffre positif. À l'heure actuelle, il y a eu le choc également lié au prix du pétrole. Alors, donc, c'est pas que tout soit moins cher, mais au niveau du commerce de détail, quand même, il y a une situation pas facile et le prix du pétrole a également un impact. Ça va entraîner une inflation donc négative et l'année prochaine, zéro environ. Mais l'inflation, ce n'est pas donc la thématique de cette décennie, selon moi. Par rapport à l'euro, après les investissements majeurs sur le marché monétaire, qu'en sera-t-il? Autre question, sur l'euro cette fois. Alors, je pense que vous parlez des investissements ou des interventions plutôt. Donc, la question par rapport à ce qui se passera pour l'euro suite aux interventions. Donc, donc, je vous ai parlé de 1,05 pour le taux de change euro-franc suisse. Ça va être le taux, je le pense. Il y avait encore une question par rapport au micro-impôt. Là, je ne peux pas encore vous en parler. Je ne sais pas si ce serait le bon moment d'introduire de tels impôts, donc de façon générale. Je pense qu'il s'agit donc d'une question quand même à poser, mais je pense qu'il faudrait quand même de grosses modifications sur le marché pour l'introduction de tels micro-impôts. Sur la base donc de ces prévisions, est-ce qu'il faut tabler sur une baisse majeure du marché des actions? Alors, je tiens à vous dire que les prévisions n'ont pas été revues à la baisse. C'est des prévisions qui donc étaient déjà précisées il y a quelque temps. Donc, non, on ne peut pas, on ne table pas sur une baisse majeure sur le marché des actions. Mais ça, c'est si il n'y a pas de deuxième vague et si on retrouve le mode plus ou moins normal sur le moyen terme. Autre question par rapport aux dettes croissantes au niveau mondial. Comment s'en sortir? Alors, ça, c'est une question qu'on ne me pose pas en fait seulement aujourd'hui, mais c'est une question qu'on me pose depuis 20 ans. Mais en effet, après la crise liée à Lehman Brothers, cette question est devenue de plus en plus actuelle. Comment s'en sortir? Eh bien, déjà, comment rembourser ces dettes? Ça va être douloureux, hein. Il faut soit une croissance notable, et si en plus il y a de l'inflation, hein, et la probabilité que nous ayons les deux est assez peu probable, donc je ne pense pas que les dettes soient réduites massivement ces prochaines années. Au contraire. Alors, c'est bientôt la fin de cette manifestation. Il est bientôt 18 heures. Je ne veux pas stopper trop nettement. Mais donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je vais en traiter encore une, deux, voire trois. Malheureusement, il y a encore euh, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je suis ravie de voir que vous êtes très intéressés. Il nous reste presque 100 questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. J'espère que vous ferez preuve de compréhension. Cette thématique du surendettement est posée et traitée par de nombreuses personnes. Donc, pour vous répondre par rapport au surendettement, en effet, on a vu des cas en Italie, entre autres, tout à coup, les spreads, les écarts de risque explosent ou bondissent. Et sur le marché financier, en effet, donc c'est d'actualité, ça va continuer de nous impacter. Donc lorsqu'il y a des annonces négatives au niveau des États, certains États avec de grosses dettes, donc on a des annonces, mais là il s'agit quand même de
très nombreux États qui ont des dettes au niveau national. Est-ce qu'il va y avoir, qui va récupérer au niveau économique le plus rapidement, la Chine ou les États-Unis? La Chine, selon moi, la Chine peut donc s'en sortir plus rapidement puisque la Chine dit qui va au travail et qui n'y va pas. Et en Chine, ils ont lutté, on le pense, assez vite contre le virus et il s'agit d'un phénomène donc assez régional avec la pandémie qui a été contrôlée assez rapidement. Donc je pense que la Chine est en avance par rapport aux États-Unis. Alors je vous remercie beaucoup de votre attention. On va prendre encore une question, les prévisions par rapport au chômage. Donc au niveau de l'été, je pense que ça va continuer 5%, donc 4,5% sur l'année, selon moi, en moyenne. Le chômage, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème numéro un. La question, c'est plus euh, par rapport aux perspectives. Quand est-ce qu'elles vont s'améliorer, ces personnes qui finalement sont en chômage partiel? Le but, c'est d'éviter qu'elles soient au chômage sur le plus long terme. Quelqu'un me remercie de cette manifestation. Merci. Je remercie également les collègues. Quelqu'un me souhaite encore une belle soirée, une bonne santé. Et mesdames et messieurs, je tiens à vous souhaiter également tout le meilleur. Merci beaucoup de votre attention. Une très belle soirée à vous. Merci.